Un territoire que Virginie connaît par cœur. Artiste locale, en chant et en théâtre, animatrice d'une ferme pédagogique proposant des recettes du terroir, cette Normande d'adoption est hyperactive. À ses heures perdues, elle aime se ressourcer sur les falaises de son fief, aux alentours de Granville. C'est d'ailleurs dans cette ville que nous allons poursuivre notre balade. Virginie a rendez-vous sur le port avec Cyril, chef cuisinier, qui va nous faire découvrir un produit noble, une spécialité du coin, qui vaut vraiment le détour. Salut Cyril. Oh, bonjour Virginie, comment vas-tu? Eh ben pas trop mal. Ah bah écoute. Est-ce que tu as vu Pascal déjà? Non, il n'est pas encore rentré. Il n'est pas arrivé? Il va pas tarder, mais je pense qu'il a passé une nuit en mer assez agitée quand même. On va avoir de l'or bleu. Ouais. Il n'y a pas de souci, il y en a. L'or bleu que leur livre Pascal, le copain pêcheur de Cyril, c'est le homard, et pas n'importe lequel. C'est super beau ça. Hein, bon, y a le homard canadien, le homard breton, mais il y a aussi et surtout le homard de Chauzet, voilà, qui est d'une super qualité, qui est reconnue énormément. Il a une chair qui est vraiment très savoureuse, très ferme, très goûtue, quoi. Pour s'en assurer, Cyril nous invite dans son restaurant situé sur le port de Granville. Première étape, en cuisine, vérifier que son homard est bien frais. Le homard que Pascal nous a apporté tout à l'heure, c'est un homard qui n'a pas du tout fait de vivier. On peut le constater par la longueur des antennes. Les homards, quand ils sont en vivier, ils se mangent les antennes entre eux. D'accord. Hein, oui, oui, comme ils sont plus alimentés, ils peuvent plus manger. Donc voilà, il faut bien qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Si vous avez encore un doute, Cyril a une autre astuce. Et il y a aussi cette qualité-là, moi je fais toujours attention à ça, c'est à ce niveau-là. Oh là, voilà. Oui, bien vigoureux. Voilà. Hein. Ah, bien vigoureux, voilà. C'est là, ici, au niveau des ouïes, là j'appuie souvent, là. Et là, on donne une impulsion, là. Ouais, là, et là, ça, tonique. Il va y avoir une chair bien ferme, il y a une qualité de produit, là, qui est optimale. Le homard de Cyril est bien frais. Place à la recette du chef, toute simple, pour conserver le goût authentique du crustacé. Une bonne sauce au beurre blanc, avec une échalote, un peu de poivre concassé, du vin blanc, du thym, puis on réduit le tout et on ajoute la petite touche normande. On va incorporer donc cette crème double du marché. D'accord, de la crème crue? Crue, oui, d'ici, de chez nous. C'est vraiment ce côté que je recherche aussi de gourmand avec cette crème double et qui donne une onctuosité à la sauce. Puis vient le beurre, de Normandie bien sûr. Ça sent super bon. Franchement, ça fait envie. Hein. Ah oui, ça sent bon, il y a les odeurs. Hein. Ouais. Ils les ont pas forcément derrière l'écran, mais nous on les a. Hein. L'image suffirait presque à nous mettre en appétit. Reste à cuire le homard coupé en deux. Au four pendant 15 minutes maximum. Il ne reste alors qu'une étape. Oh là là, c'est beau, ça fait envie. Hein. Ouais, franchement, t'as bien travaillé. Nappé avec la sauce gourmande au beurre blanc. Moi, je commence toujours par ça. Espi. Délicieux. Comment te dire? Si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. On a toujours ce côté iodé, on a ce côté gourmand du beurre. Comptez 15 € pour un homard de Chauzet dans les poissonneries de Granville. Un petit plaisir pas si inabordable que cela. À 30 km dans les terres, notre visite de la Manche nous fait passer du goût à l'ouïe. À Villedieu-les-Poêles, Virginie a rendez-vous à la fonderie de cloches du village. Une institution que dirige Paul. Bienvenue à la fonderie de cloches Cornillavard. Comment vas-tu par cette belle journée? Eh bien, on profite du soleil. Ouais. Et alors, on est ici à Villedieu-les-Poêles. Oui. Pourquoi une fonderie de cloches spécifiquement ici? Alors, la tradition de fabriquer des cloches à Villedieu, ça remonte au Moyen-Âge. C'est-à-dire c'est au XIe siècle, Henri Ier Beauclerc, qui est roi d'Angleterre, duc de Normandie, qui donne l'autorisation aux chevaliers de Saint-Jean de retour des croisades de créer une ville exonérée de taxes royales.
ce qui permet le développement de l'artisanat, la dinanderie, donc le travail du métal en feuilles, mais également la fonderie et un petit peu plus tard la fonderie de cloches. Les cloches de Villedieu-les-Poêles sont très prisées. En 2012, Notre-Dame de Paris en a commandé 9 à la fonderie de Paul. À l'intérieur, dans les ateliers, on a tenté de recréer l'atmosphère qu'il pouvait y avoir ici au XIXe siècle. On peut aussi y observer les différents corps de métier qui travaillaient aux nombreuses étapes de la fabrication d'une cloche. Alors maintenant, on va aller voir une très grosse cloche qu'on a en cours de fabrication pour l'église Sainte-Anne de Turckheim, dans le Haut-Rhin. Effectivement, elle est vraiment grosse, celle-là. Ouais. Et là, Élise est en train de poser toutes les inscriptions, une à la main. Elles sont faites en cire. Elles seront ensuite recouvertes d'argile. Et on va les faire fondre pour qu'elles laissent leur empreinte, pour qu'elles se soient remplacées ensuite par du bronze. C'est ce qu'on appelle la cire perdue. Ok. C'est une technique qui remonte aux Égyptiens, qui est beaucoup utilisée en fonderie d'art. Pour se rendre compte de la précision des artisans qui œuvrent dans ces ateliers, Paul propose à Virginie de se pencher sur une des cloches que ses équipes viennent d'achever. Ah, elle est vraiment belle, cette cloche. Merci. Elle est vraiment belle. Et elle part où? Alors cette cloche, elle part en Ariège et elle sonne un Fa4 à moins 47 centièmes au diapason 440. Ah oui, c'est hyper précis. C'est hyper précis, hyper technique. On s'est calé sur les autres cloches du clocher pour que cette cloche sonne parfaitement juste avec les autres. Mais alors, comment tu fais pour déterminer le son? C'est à la conception, à la fabrication? Alors c'est d'abord à la conception. C'est-à-dire que le son d'une cloche, il dépend de la taille. C'est-à-dire plus la cloche est grosse, plus elle sonnera grave. Et il dépend également du rapport entre l'épaisseur et le diamètre. C'est-à-dire qu'à taille constante, plus la cloche sera épaisse, plus elle sonnera aiguë. Je te propose de la sonner pour te rendre compte par toi-même. Et là, tu vas la sonner juste sur la bosse qui est ici. Alors, on sent les vibrations. Hein. Exactement. Ouais. Cette cloche qui résonne dans le ciel de Normandie nous amène tout droit vers l'abbaye la plus connue de la Manche. L'un des sites les plus célèbres de France. Une merveille connue à travers le monde entier. Le Mont Saint-Michel. C'est Amélie, guide conférencière sur le mont, qui va nous accompagner à la découverte du village de ce monument national. Bonjour Amélie. Bonjour Virginie. Bienvenue au Mont Saint-Michel. Merci. On y va? Allez, c'est parti, je te suis. À l'origine, il y a le sanctuaire millénaire, perché tout en haut du Mont Saint-Michel. Une collégiale, puis une abbaye bénédictine au Xe siècle, qui va attirer des foules de pèlerins dès le début de son histoire. On assiste alors très vite à la naissance d'un petit village sur le mont. Donc Virginie, on arrive là à mi-chemin entre l'église du village et l'abbaye qui est tout en haut. Et on est donc dans l'embryon du village médiéval, la toute première installation d'une population au Mont-Saint-Michel. Ils viennent parce qu'il y a un pèlerinage et que les pèlerins sont des clients. Donc il y a la possibilité ici d'avoir une activité économique et c'est ce qui va faire une première installation en marge du sanctuaire. On a une communauté de marchands, mais également une communauté de pêcheurs. On les appelle les pieds rouges. À force de marcher pieds nus sur les eaux froides et salées de la baie, ils en ont les pieds presque brûlés. Et c'était une vie difficile. On est quand même sur une île et ça a laissé une empreinte très forte dans le village. Témoins de l'histoire, les petites maisons de pêcheurs situées au pied du mont. Au fil du temps, c'est tout de même le commerce qui prend le pas sur les autres activités, faisant des Montois une population prospère durant tout le Moyen-Âge. Alors, il y a un arrêt quand même, c'est de la Révolution française. En 1793, l'abbaye devient une prison et elle le restera jusqu'en 1863. Donc 70 ans, 14 000 prisonniers, ça a changé le village. En cette fin de 19e siècle, le mont entame alors une nouvelle vie. Avec la fermeture de la prison, le tourisme commence. Tourisme plutôt huppé au départ, qui correspond à l'aristocratie, la bonne bourgeoisie qui vient découvrir le Mont Saint-Michel. C'est
les gens qui vont sur les côtes de Normandie, de Bretagne, pour prendre des bains de mer, c'est le balnéaire. Mais en parallèle, on vient visiter le Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, ce petit rocher normand est l'un des sites les plus fréquentés de France par les touristes venus du monde entier. Un tiers des visiteurs aura le courage d'effectuer l'ascension jusqu'au sommet de l'île, afin d'y admirer les différents bâtiments qui constituent l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Pour visiter ce sanctuaire, Virginie a eu le privilège d'être accompagnée par Xavier Bailly, administrateur du lieu. Bonjour Virginie. Bonjour Xavier. Bienvenue à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Merci. Monsieur l'administrateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Heureux de vous accueillir, parce que c'est notre mission ici à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, dans ce magnifique belvédère sur la baie. Point de départ du parcours des visiteurs, à la lisière de l'abbaye, ce belvédère et son panorama plongent directement les visiteurs dans un décor à couper le souffle. Ouais, alors moi j'avoue, j'ai le cœur qui bat assez fort aujourd'hui. D'abord parce qu'ici, il y a beaucoup d'émotions. Et puis parce que aussi j'ai gravi 4 à 4 les nombreuses marches pour arriver sur cette terrasse qui offre un point de vue vraiment incroyable. Alors totalement privilégié sur la baie du Mont-Saint-Michel, c'est vraiment la fierté des équipes qui, tous les jours aussi, pour le Centre des Monuments Nationaux, montent et descendent les marches d'un monument exigeant. Oui, j'imagine. Vous devez avoir des jambes solides. L'abbaye se divise en 2 parties. L'abbatiale, avec à l'intérieur son chœur gothique majestueux. C'est le bâtiment situé tout en haut du rocher, surmonté par la statue de l'archange Saint-Michel. Et du côté nord du mont, la Merveille, un édifice composé de plusieurs niveaux superposés et dominé par un cloître. Pour comprendre les origines de la fondation d'un sanctuaire au Mont-Saint-Michel, il faut remonter au 8e siècle. Il faut aussi se plonger dans les entrailles de l'abbaye qui nous raconte l'histoire d'Aubert, prélat normand, par qui tout a commencé. Alors ça y est, nous sommes à Notre-Dame-sous-Terre. Nous sommes ici au cœur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, aux origines de cette histoire. D'une histoire qui commence d'ailleurs avec un rocher dans la nuit des temps. Ici, c'est difficile à imaginer, mais le rocher est probablement là derrière. Ce fameux rocher autour duquel on tourne sans le voir vraiment. Un rocher implanté dans la baie et qui ne s'appelle pas encore le Mont-Saint-Michel. Il s'appelle le Mont-Tombe. D'accord. Et il devient un jour le Mont-Saint-Michel. Et il le devient grâce à un événement. C'est la visite que Saint-Michel rend à Aubert, évêque d'Avranches. Une visite qui va, en 3 étapes successives, aboutir à la révélation. Et donc, à cette réalisation par Aubert d'un sanctuaire que l'on situe ici, sanctuaire qui va devenir le point de départ de tout, de cette abbaye bénédictine fondée en 966 par la suite, et qui va devenir, 1300 ans plus tard, le Mont-Saint-Michel que l'on connaît. Donc on est vraiment au cœur de l'histoire. Partir à la découverte du Mont-Saint-Michel, c'est se plonger dans l'histoire et la légende du lieu. C'est aussi s'intéresser aux alentours. Car le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas qu'une île, c'est aussi une baie. Une vaste étendue de sable où nous emmène maintenant Julien. Guide nature, il sillonne presque quotidiennement ces 500 km² et en connaît chaque recoin, y compris les secteurs les plus dangereux. Alors là, tu vas me montrer. Là, on est sur des zones qui sont rigolotes là. Hein, ouais. Tu sens déjà sous tes pieds ou pas? Ouais, oui. Ah, tiens, il y a quelque chose. Ouais, là, si tu t'arrêtes dans le coin, alors tu arrives dessus et puis ça paraît super stable. Ouais. Tu fais un jeu. Tu danses un peu toi en plus? Oui. Regarde, on fait une danse, mais une danse qui est ni bretonne ni normande, c'est une danse de la baie. Ouais, c'est un peu la ça. danse de la baie. Si tu piétines sur place un petit peu trop, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Tu perces un peu la couche, et puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'enfoncer. Bon, moi, ça me plaît bien parce que pour une fois, tu es plus petit que moi. Ouais. Je suis plus petit, mais par contre, je te parlais de danse, tu vois, je peux ressembler à Michael Jackson. D'accord. Tu vois, je peux faire le moonwalk, tu vois. Ça, c'est pas mal. Vers l'avant, ça marche bien, et vers l'arrière aussi. Voilà. Si Julien en rigole, c'est qu'il sait parfaitement comment se dégager de cette situation. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand même bouger dans le sable mouvant, dans un premier temps, et après répartir son poids avec un maximum de surface sur la zone. Alors, tu vois, moi, je m'embête pas,
je fais comme si je nageais. D'accord. Sur une jambe, je tremble légèrement, je fais des petits ronds s'il faut là pour le sortir un peu la cheville. Ouais. Là, je suis en appui sur la jambe gauche. D'accord. Et là, cette jambe-là, bah, du coup, je la mets en appui, comme une raquette. Ah ouais. Et du coup, bah, je vais y aller tranquillement, mais sûrement. Toi, cette jambe-là, du coup, elle est un peu prise et je vais ouvrir un peu d'angle. Donc, je me mets vers l'avant. D'accord. Et puis, je vais trembler tranquillement. Moi, je prends appui sur la cuisse. Ouais, puis ça fait jambe de force en plus. Voilà, exactement. Et puis, tu vois, je vais sortir. Là, je me reprends à 2 fois, il y a un peu de poids. D'accord. Et voilà. Je suis sauvé. Bon, bah. À ton tour. Impressionnante démonstration. Même armé de ce précieux enseignement, il est fortement déconseillé de se promener sans guide dans la baie. Car le site, derrière sa beauté naturelle, cache bien des dangers. Le plus connu et le plus redoutable d'entre eux est certainement le mascaret. Ce phénomène de marée montante, ultra rapide, qui en a déjà piégé plus d'un. Julien, lui, sait exactement où se placer pour l'observer au plus près et en toute tranquillité. Là, c'est impressionnant, hein? En fait, tu peux le voir d'en haut du Mont-Saint-Michel. Ce qui est génial, c'est de le voir quand tu es ici. Elle est chaude, l'eau. Ah bah, au début, elle est chaude. Ouais. Parce qu'elle va récupérer un petit peu de, Et de on chaleur. sent la puissance du courant, là. Hein? Ah bah ouais. Bah là, on sent, hein, il y a de la force. Hein? Et en fait, ce qui est dangereux, c'est pas cette barre d'écume qui arrive, et plutôt ce qui la pousse. Ce qui la génère, c'est le flot de la marée qui vient couvrir la zone qui était découverte. Ouais. Et avec un phénomène vraiment d'entonnoir et de mini-entonnoir à l'intérieur de l'entonnoir. Là, je sens des choses là autour de mes pieds. C'est quoi? Eh ben, c'est un peu l'eau de la mer qui nous ramène toute la vie maritime. Donc tu vas avoir des crevettes qui montent, donc ça picote un petit peu derrière les talons. Ouais. Tu peux avoir des petites soles, des solettes, et tu as aussi des mulets. Il est temps de céder la baie à l'océan et de laisser le Mont-Saint-Michel se faire envelopper par cette inexorable marée. Notre voyage dans la Manche s'achève ainsi, entre ciel et mer, aux portes d'un paradis normand qui vous tend les bras.